Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Des cas de décès dus au coronavirus ont été enregistrés ces derniers jours au Bénin. De plus en plus, on note le débordement des centres de prise en charge avec l'admission des cas graves. Le ministre de la Santé était sur le site d'Alada. Les détails dans ce journal. Les états généraux de la presse béninoise ont démarré ce vendredi à Cotonou. Au cours des assises, les difficultés que rencontrent les médias et les pistes de solutions seront évoquées. Aujourd'hui, 19 février 2021, il y a 31 ans, les travaux de la Conférence nationale des forces vives s'ouvraient à l'hôtel PLM à Lejo. Nous revenons dans ce 20h sur quelques extraits des discours d'ouverture des travaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, les cas de décès liés au coronavirus se multiplient au Bénin. Les centres de prise en charge débordent avec l'admission des cas graves, notamment à Alada. Le ministre de la Santé était justement à Alada pour galvaniser l'équipe soignante. Koudous Abdoulaye. Situation inquiétante. Le centre de prise en charge des cas de coronavirus d'Alada fait sale comble. Des malades en plein combat contre ce virus admis ici, tous placés sous assistance respiratoire, dans un état désespérant pour certains. Au bord du débordement, ce centre reçoit davantage de patients ces derniers jours, avec à la clé des décès qui se multiplient. Et pour faire face à l'accroissement du nombre de patients, certains bureaux sont transformés en salles d'hospitalisation. Ici, c'était le bureau des médecins qui sont dedans, en salle d'hospitalisation. Et c'est déjà rempli. Dans ce branle-bas, ce bébé diagnostiqué du coronavirus se bat sous le regard impuissant de sa mère. Ce n'est plus des personnes âgées forcément qui décèdent. Même les jeunes qui sont en forme, les jeunes avec qui vous avez parlé, ne serait-ce qu'il y a 2 jours, et qu'on dit que brutalement, Covid est là et puis il décède. Donc c'est pour cela que tout le monde doit pouvoir prendre conscience de la réalité de la maladie. Dans cette situation désespérante, ce malade triomphe du coronavirus. Après 2 semaines de soins, il s'apprête à rejoindre les siens avec un mauvais souvenir de sa lutte contre ce virus. Si j'avais le temps pour vous décrire seulement les phases critiques du mal, vous allez comprendre ce que je dis. Quand il décide de vous attaquer la ceinture thoracique, vous avez l'impression que c'est un lion qui a attrapé un mouton. Imaginez un peu. Et vous dites c'est fini. Parce que la respiration est finie. Mais non seulement que vous respirez à peine, mais vous sentez une douleur atroce qui dépasse le supportable. C'est la ceinture pelvienne qui décide de vous prendre. Il commence par vous caresser, comme ça, et puis tchac. Et quand on vous attrape, vous dites, c'est fini. Admise dans un état critique, cette dame qui a souhaité garder l'anonymat a également réussi à tirer son épingle du jeu et sauver sa grossesse. Que nous respections les gestes barrières et le reste, là, Dieu va s'en charger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici et c'est vraiment grave. Les grands moyens sont déployés dans ce centre d'Alada pour une prise en charge efficace des malades du coronavirus.
L'unité de dialyse, elle vient d'être mise en place. Au moment où on mettait en place le centre, on n'y avait pas pensé. Mais au cours de la prise en charge, nous avons été confrontés à des difficultés d'insuffisance rénale qui surviennent chez des malades pris en charge. Soit qui avaient la pathologie ou du fait de l'infection, cette pathologie survient. À côté de ces moyens, il y a cette équipe soignante, rompue à la tâche. Elle reçoit les applaudissements du ministre de la Santé qui est allé lui remonter le moral. Le temps d'un petit répit pour ce personnel soignant. Et déjà, cette ambulance qui pointe le bout de son nez avec à son bord ce énième cas de coronavirus reçu dans ce centre en moins d'un mois. 3 décès en 24 heures, plus de 100 nouveaux cas confirmés et plus de 5000 cas diagnostiqués. C'est le tableau que présente le Bénin en ce qui concerne le coronavirus. Le ministre de la Santé a insisté au cours de sa visite au centre de prise en charge d'Alada sur le respect des gestes barrières. Suivons Benjamin Hunkpati au micro de Koudous Abdoulaye. Nous sommes dans la deuxième vague de l'épidémie et le nombre de cas est en train d'augmenter et surtout les cas graves également augmentent. Les cas graves augmentent, mais pas seulement dans les cibles prévues, c'est-à-dire les patients qui sont porteurs de TAR. Nous avons aujourd'hui la population qui porte de TAR, qui porte de l'asthme, du diabète, de l'hypertension, de la drépanocytose et autres. Non, aujourd'hui, pas seulement les sujets âgés. Nous avons des sujets jeunes, tout jeunes, sans aucun facteur de risque, qui atterrissent à Alada et qui malheureusement décèdent. Les derniers décès qu'on vient d'enrôler, nous avons eu 3 décès de ce type. Chez les jeunes de moins de 40 ans qui malheureusement ont décédé. L'un des facteurs qui favorise ces décès, ces cas graves, c'est notamment la consultation tardive. Et cette consultation tardive, il faudrait que nous veillions à la limiter au maximum, à la réduire au maximum. Et je voudrais lancer un appel à la population. Le Bénin a fait l'option de faire le traitement présomptif, c'est-à-dire que lorsque vous avez le moindre petit signe, nous démarrons le traitement avant même que le résultat du test n'apparaisse. Aujourd'hui, les gens se disent qu'ils ont le palu, ils traînent pendant des jours avant de se présenter dans les centres. Il faudrait que dès qu'on sent qu'on a le palu aujourd'hui, qu'on se présente immédiatement, qu'on puisse démarrer le traitement aussitôt afin de limiter l'aggravation des cas. Il faudrait que les centres de santé, surtout les cliniques privées, puissent avoir le réflexe, dès qu'ils ont un cas, d'appliquer le protocole qui est défini dans le pays, de commencer le traitement présomptif, de procéder au dépistage et de référer si nécessaire. C'est cela le gage de la réussite de la lutte que nous menons contre la COVID-19. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui 19 février, cela fait 31 ans que s'ouvrait à l'hôtel PLM à l'Edio de Cotonou les travaux de la conférence nationale, un événement qui a ouvert la voie au renouveau démocratique. Quels étaient les objectifs et les attentes des organisateurs? Retour sur quelques extraits des discours d'ouverture des travaux. Nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patrie. Oui. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers, mais quel que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir
entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'elle soit socialement représentative. Cette nouvelle vision, nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, à l'immédiat regain d'enthousiasme et de sérénation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. En décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, conformément aux recommandations expresses de la session conjointe spéciale du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire, tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Venons-en à cette table ronde des médias. Il s'agit des états généraux de la presse. Au cours des échanges, les problèmes de la presse béninoise seront identifiés et des pistes de solutions explorées. Les travaux ont démarré ce vendredi. Blaise Adampo. Loin de leur rédaction, les professionnels des médias, les patrons et responsables d'organes de presse sont tous ici réunis. Il s'agit pour eux de faire les états généraux de la presse après ceux de 2002 et de 2014. Que de chemin parcouru depuis 2016, période au cours de laquelle la presse béninoise a connu des mutations, des crises et aussi certaines avancées. Cependant, elle a encore de réelles appréhensions quant à son développement et ses perspectives. Presse béninoise, état des lieux et perspectives, c'est le thème au cœur des 2 journées de réflexion. Il sera question de décortiquer tous les maux qui minent la corporation. La presse demeure le baromètre d'un pays. Si la presse vit et s'épanouit, nul doute que les autres compartiments de la société vivront et s'épanouiront. La presse béninoise, ses acteurs et promoteurs se retrouvent donc une nouvelle fois autour d'une table ronde pour réfléchir et déboucher sur les voies et moyens pouvant insuffler une nouvelle dynamique et ouvrir d'heureuses perspectives à leur secteur. Il y a une liste de préoccupations que nous avons amenées ici et que nous espérons que ça sera discuté avec les patrons et qu'on trouvera également une solution. Pour ces états généraux de la presse, le CNPA peut compter sur le soutien de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette table ronde donne l'occasion d'un diagnostic clair et sans concession des maux qui minent la presse béninoise. Évidemment, il n'y a pas autre personne qui puisse connaître mieux la maison que les professionnels eux-mêmes. Nous voudrions croire donc que cette table ronde était la bienvenue et qu'elle permettra réellement de poser les problèmes. En tout cas, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication essaiera de jouer pleinement sa partition pour de véritables entreprises de presse dans notre pays. Les travaux de la table ronde des médias du Bénin prennent fin le samedi 20 février. Ils vont aboutir à des résolutions
pour un bel avenir de la presse béninoise. On prend à présent la direction de Banikoara. Les lauréats de la première édition du concours Quartier le plus propre à Banikoara ont reçu leur lot. Il s'agit d'enveloppes financières et de matériel d'assainissement. C'est une initiative du conseil communal. Christian Ganjo et Olviga Menson pour le point. Le premier quartier, c'est le quartier Gokpadou de l'arrondissement de Gomparo. Tels les résultats d'un examen de fin d'année, les noms des quartiers les plus propres de Banikoara sont proclamés ici par le maire de la commune. Les deux premiers sont Gokpadou et Goussirou de l'arrondissement de Gomparo. Ils sont suivis de 3 autres quartiers des arrondissements de Banikoara Centre et de Sompérékou. Banikoara, ville propre. Banikoara, ville durable. Banikoara, ville résiliente. C'est notre vision. Et cette vision sera mise en œuvre par tous les citoyens de la commune de Banikoara. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que cette première phase nous montre un taux d'engagement très élevé. Les lots remis aux lauréats sont constitués de brouettes, pelles, râteaux, balais, gants, bottes et pioches. Chaque acteur doit mettre plus d'ardeur. Nous ne devons pas nous arrêter là. Et par rapport à ce concours, nous devons toujours œuvrer pour que notre environnement soit propre. Je voulais remercier une fois encore le maire et tout le conseil communal pour cette initiative-là qui nous permettra de rester dans un cadre sain. Les quartiers participants ont été évalués selon des critères bien précis. Le tout premier critère, c'est d'avoir la mobilisation sociale autour de l'autorité. C'est très important parce que l'autorité est porteuse de l'action. Nous essayons de voir également la destruction des endroits les plus sales, notamment les dépotoirs sauvages. Nous évaluons également l'entretien des grandes artères des 3 arrondissements que nous avons cités, mais également nous avons pris en compte le volet divagation des animaux dans l'évaluation. Outre les 5 meilleurs quartiers les plus propres, des groupements féminins actifs dans l'assainissement public à Banikoara ont été également primés. Cette cérémonie marque en même temps le début de la 2e édition de ce concours dénommé Quartier le plus propre à Banikoara. L'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi enregistre un nouveau docteur. Ces travaux de recherche ont porté sur le thème les emprunts lexicaux en Fongbe, typologie et processus d'intégration. Blaise Adonko et Calvado Aronou pour les détails. Euphrem Hualakwe, titulaire d'une maîtrise en linguistique, est aujourd'hui face à un jury pour sa thèse de doctorat sur le thème les emprunts lexicaux en Fongbe, typologie et processus d'intégration. Durant 30 minutes, l'impétrant a exposé aux membres du jury les résultats de ses recherches. La recherche nous a permis d'identifier un certain nombre d'éléments, un certain nombre de catégories d'emprunts que les locuteurs du Fongbe utilisent. Et ces mots viennent de plusieurs autres langues, à savoir le Yoruba, l'arabe, le portugais, l'anglais, le français, etc., etc. Il faut dire que plusieurs raisons motivent le retour à l'emprunt. Il peut s'agir par exemple des questions liées à la guerre, les questions de la colonisation, les questions de commerce, les questions de voyage, etc., etc. À partir de l'interférence linguistique, il y a le phénomène des emprunts. On emprunte des mots comme agbada, qui est un mot d'origine yoruba, mais qui est utilisé aujourd'hui en fond. Vous avez fa, qui est utilisé en fond, mais en réalité, c'est Ifa qui vient du Nigeria. Aux différentes questions du jury, l'impétrant apporte des réponses. Il a aussi convaincu. Beaucoup de thèmes sont rentrés dans le Fongbe à partir du portugais, à partir du hollandais, à partir de l'anglais, etc. Donc, la richesse aujourd'hui du lexique Fongbe, c'est par rapport à ce contact-là. Les chercheurs ont essayé de nous retracer tout ça et nous comprendrons davantage la richesse du vocabulaire du Fongbe. La thèse du natif de la commune de Soava est une contribution à la linguistique. Sa présentation lui vaut la mention très honorable. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en sciences du langage et de la communication
dans la spécialité description linguistique avec la mention très honorable. À la fin de son étude, l'impétrant a suggéré la création d'une académie des langues nationales. Pour Euphrem Kwalakwe, elle sera la structure chargée de la gestion des langues en général et celle des emprunts linguistiques en Fongbe. En sport, nous parlerons du mondial de pétanque 2022. Après la présentation de la mascotte, le Bénin a franchi une autre étape importante dans l'organisation de l'événement. Il s'agit de l'installation du comité national d'organisation de la compétition par le ministre des Sports. Les détails de William Bassabi et de Wenceslas Arroymo. Je voudrais donc, par ces mots, annoncer l'installation officielle du comité d'organisation de la 50e édition de la Coupe du Monde de pétanque qui aura lieu au Bénin en décembre 2022. Je vous remercie. Ça y est, le comité national d'organisation des 50e championnats du monde de pétanque au Bénin est en place et surtout en mission commandée pour relever tous les défis inhérents à l'organisation de cette grande messe sportive mondiale que le Bénin abrite pour une première fois. Un comité à 2 entités, à savoir le comité de supervision dirigé par le ministre des Sports en personne et la commission technique composée de 11 membres dirigée par le directeur de cabinet du ministre des Sports et 7 sous-commissions qui couvrent tous les aspects liés à une telle compétition. Article 3. Le comité national d'organisation... Déjà en ordre de bataille, la Fédération béninoise de pétanque se dit prête à jouer sa partition. Qu'il soit clairement établi et compris que la Fédération béninoise de pétanque ne se positionne pas comme l'organisateur principal, mais comme un bras ouvrier du tandem KSB-Ministère. Nous voulions donc vous rassurer de notre disponibilité et de notre franche collaboration pour l'atteinte des objectifs. C'est sur ces mots d'engagement que je voudrais faire un plaidoyer vers Monsieur le ministre pour un accompagnement subséquent afin de garantir une bonne préparation de notre équipe nationale pour des résultats probants. L'opportunité d'une telle cérémonie est belle pour le président de la Confédération africaine des sports boules pour exprimer publiquement sa reconnaissance et celle de son institution au gouvernement et au chef de l'État. C'est donc l'occasion ultime pour nous d'exprimer notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance au président de la République, digne fils du Bénin et de l'Afrique, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour l'attention de tous les instants qu'il accorde à ce mondial de pétanque Bénin 2022, notamment en ce qui concerne la mise en place des infrastructures et structures. La démarche inclusive du ministre des Sports par rapport à l'organisation de ce mondial 2022 est saluée par le président du Comité national olympique et sportif béninois. L'importance accordée et la minutie avec laquelle ces Jeux se préparent, je suis déjà rassuré que nous évoluons à grands pas vers un succès. Sonnant le gong de la mobilisation générale, le ministre Oswald Loumeki a surtout rassuré toutes les parties prenantes de l'engagement du gouvernement. Je voudrais vous renouveler ici l'engagement du président de la République et de tout le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que cet événement, qui est un événement sportif, soit également pour notre pays un moment de rayonnement et pour les délégations qui viendront dans notre pays, un moment de partage, d'épanouissement, de fierté. Le Bénin se positionne aujourd'hui comme la meilleure destination et ambitionne de l'être et de le rester pendant plusieurs décennies. Et donc, tout ce que nous allons faire dans le cadre des préparatifs de cette compétition, pendant le déroulement de la compétition et même après le départ des délégations, devra se faire en gardant à l'esprit que les différentes délégations doivent se sentir ici comme à la maison. Avec l'installation officielle du Comité national d'organisation, c'est un pas solennel et décisif qui vient d'être franchi vers l'organisation réussie des 50e championnats du monde
Bénin 2022. Hors du Bénin, en Somalie, il y a eu des échanges de tirs dans la capitale placée sous haute surveillance par les forces de sécurité. En Bosnie, les autorités ordonnent le traitement des demandes d'asile à la frontière de l'Union européenne afin de renforcer les capacités de gestion des migrations. Le récit de Robert Copin-Edor. Des échanges de tirs ont éclaté ce vendredi en marge d'une manifestation de l'opposition dans la capitale somalienne Mogadiscio, placée sous haute surveillance par les forces de sécurité. La Somalie devait tenir des élections avant le 8 février, date de la fin du mandat du président Mohamed Abdullahi, mais le pays n'est pas parvenu à organiser ce scrutin en raison de dissensions politiques. La tension accumulée ces derniers mois est depuis montée d'un cran. Les Nations Unies ont appelé au calme et à la retenue dans ce fragile pays de la Corne de l'Afrique dont le gouvernement avait promis de réformer le très complet système électoral et de donner pour la première fois depuis 1969 une voix à chaque électeur. Une coalition de candidats de l'opposition juge depuis le 8 février le président illégitime et a appelé à partir de ce vendredi à des manifestations réclamant sa démission. L'Organisation des Nations Unies a indiqué avoir demandé aux Émirats arabes unis des preuves de vie de la princesse Latifa, la fille du souverain de Dubaï, qui dit être retenue en otage et crainte pour sa vie dans des vidéos diffusées cette semaine par des médias britanniques. Lors d'un point de presse, la porte-parole du Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que son cas avait été soulevé la veille auprès de la mission permanente des Émirats à Genève. Nous avons demandé des preuves de vie, nous avons demandé des informations complémentaires. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire à ce stade, juste pour souligner que nous devons voir comment la situation évolue. L'intimidation et les condamnations de journalistes au Bélarus sont inacceptables et doivent cesser, a averti le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, après l'ouverture d'un nouveau procès contre une journaliste à Minsk. Nous condamnons toutes ces attaques contre la presse, les médias et les journalistes au Bélarus. Nous demandons aux autorités de cesser de cibler les médias et de leur permettre de faire leur travail. Parce que Katia et Daria, journalistes condamnés à 2 ans de prison pour avoir couvert des manifestations au Bélarus, ont en fait été condamnés pour avoir fait leur travail journalistique. En Bosnie-Herzégovine, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, déclare que les demandes d'asile des migrants souhaitant venir dans l'Union européenne doivent être traitées à la frontière extérieure du bloc et exhorte la Bosnie, pays qui se trouve sur la route des Balkans, des migrations, à renforcer ses capacités pour gérer les migrants. Le Premier ministre bosnien affirme de son côté que son pays ne veut pas devenir un dortoir pour les migrants retenus à la frontière de l'Union européenne. L'afflux de migrants a considérablement changé. En 2015, nous avions environ 2 millions de réfugiés syriens qui arrivaient à cause de la crise en Syrie. Aujourd'hui, nous avons des schémas totalement différents. Gérer les migrations, c'est une responsabilité nationale et pour moi, il est clair que le pays doit davantage développer à l'échelle nationale des capacités meilleures et plus solides pour gérer les migrations. En Nouvelle-Zélande, les personnes chargées de vacciner la population contre la COVID-19 reçoivent les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech. La campagne nationale commencera ce samedi avec le personnel de santé en première ligne contre la pandémie. Le pays a été largement salué dans sa lutte contre l'épidémie, enregistrant 26 morts pour une population de 5 millions d'habitants. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.